Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, que je connais depuis quelques dizaines d'années maintenant, parce que c'est pas ce réchauffement qu'on a eu cet été, c'est pas un phénomène, c'est un phénomène récurrent, comme on verra. Et à part que cette année, c'était vraiment exceptionnel. Je connais certains d'entre vous, soit avec des plongées, avec les groupes bio, à partir du Levant ou de Marseille ou d'ailleurs, ou peut-être aussi à Paris lors des journées plongées organisées par le muséum. Ça, j'ai eu l'occasion de présenter des choses un petit peu comparables à Paris. Et d'ailleurs, pour faire cette présentation, je me profitais de diapositives qui étaient déjà prêtes. Et j'ai mis ça au bout du jour. Parce que, évidemment, il y a de nouvelles informations qui arrivent. Alors, c'est les effets contrastés du réchauffement climatique en Méditerranée. Il y a des plus, il y a des moins. On a tendance à penser toujours à l'effet moins quand on voit des nécroses, on voit des mortalités. Et il y a aussi des effets positifs avec une augmentation de la biodiversité. Parce que ma foi, quand une espèce arrive, c'est un plus, hein. C'est pas toujours un scandale, comme certains pensent, dès qu'il y a une espèce nouvelle. Alors, ça marque dans quel sens? Il faut. Ensuite, frotter vers l'ordinateur. Alors, dans l'autre sens. Si vous pouvez voir dans l'autre sens. Où je le mets? Ça c'est bloqué. Ça marchait il y a 2 minutes. Voilà. Alors, la biodiversité de la Méditerranée, c'est énorme, souvent, comparé à la surface de cette mer qui est fermée. On dit, grosso modo, qu'il y a 10% de la biodiversité mondiale en Méditerranée, la biodiversité marine. Et là, il y a un répertoire un petit peu des nombres d'espèces dans différents groupes. Alors, c'est à partir d'une publication qui est quand même ancienne, c'est 2010, Coyle et al. 2010 dans PLOS ONE. Depuis, les choses changent, hein, augmentent. Il y a des groupes qui sont plus travaillés que d'autres. Je sais pour mon groupe, le Bryozoaire, que depuis 2010, il y a pas mal d'espèces nouvelles qui ont été décrites en Méditerranée. Par contre, vous voyez, le plus, c'est les cétacés. 27, presque 28% de la biodiversité mondiale. Parce que les cétacés, c'est des vaisseaux long cours et qui rentrent en Méditerranée, ils en ressortent. Par contre, ce qui est choquant, c'est les poissons, il n'y en a que 4%. C'est sûr que la biodiversité de la Méditerranée pour les poissons, ça paraît énorme quand on voit le nombre d'espèces, 650. Par exemple, si vous la comparez à des pays septentrionaux, comme la Norvège, par exemple, la Suède, mais c'est rien du tout par rapport à la biodiversité qu'il peut y avoir dans les pays tropicaux. Ma femme, qui est spécialiste de poissons, et qui a beaucoup travaillé dans les pays tropicaux, que ce soit en océan Indien ou au Pacifique, elle arrivait à ressortir de l'eau avec des listes de 150, 200 espèces, comptées simplement dans au cours de la plongée. Et les listes en total en océan Indien, par exemple, ça doit être du 1500 ou plus d'espèces, même plus que ça. Bon, la Méditerranée, c'est un petit bassin surpeuplé des deux côtés, sur les côtés aussi, est et ouest, et cette vision de la plage du Pointe-Rouge, cet été, il y avait encore pire, hein, je peux vous dire. Il y a de la densité humaine.
et avec ce que ça comporte de déchets, de pollution chimique, etc. Et les rivages de la Méditerranée, c'est surpeuplé, c'est surpêché, et qu'est-ce qui reste de cette biodiversité quand, en plus, il y a un réchauffement anormal? Et bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, le peuplement de la Méditerranée, c'est extrêmement divers. Hein. Là, j'ai représenté un petit groupe d'espèces, un montage. On parlait de montage, parce que là, c'est pas une photo flash, pas du tout. C'est un montage pour vous montrer un petit peu la diversité des organismes et de leur origine qui forment un petit peu le peuplement latent de la Méditerranée. Alors, vous allez venir, oui? Non. Je reviens en arrière. J'ai des petites étiquettes, alors je vais essayer que ça marche. Alors, vous voyez par exemple, pour celui qui a fait beaucoup chasser, le transfuge de la mer Rouge, c'est le poisson lapin, qui est très commun sur les côtes du Liban, les côtes du Liban étant proches du canal de Suez, qui est arrivé en voyageur comme ça, ponctuel, sur les côtes provençales, qui a été pêché sur la côte d'Azur, sur la côte bleue et aussi à l'île du Levant. Et à côté de ça, au contraire, il y a des pures méditerranéennes, c'est-à-dire des endémiques de la Méditerranée qui ne vivent qu'en Méditerranée, qu'on ne trouve pas en océan Atlantique. En dessous, bon, une boîte spécieuse que vous avez vue ce matin, c'est la Colerpa racebosa, c'est plus facile à souvenir de l'autre, son vrai nom, actuellement. Et vous l'avez vu sûrement dans la plongée des arachiers. Je l'ai vu en tout cas là-bas. Il y a des espèces d'origine atlantique, énormément. On va voir comment elles arrivent du nord, venant du nord ou venant du sud. On verra quelle est cette dynamique d'invasion de la Méditerranée par les espèces atlantiques. Et puis, la star de la Méditerranée, on parle toujours le poumon de la Méditerranée, cette formule qui a été trouvée je ne sais par qui, la Posidonie, qui elle est une endémique, on dit une paléo-endémique, parce qu'elle existait avant, je vais vous montrer, avant l'assèchement de la Méditerranée. C'est une moment, on va revenir dessus, c'est une espèce, comme je dis, qui date de l'océan Tétis. Alors, quel est le contexte donc de un peu plus en détail de cette biodiversité de la Méditerranée? La Méditerranée, vous en connaissez les caractéristiques, comme moi, c'est très classique, hein, c'est une mer fermée, qui est très salée par rapport à l'Atlantique, 38 et quelques, facilement, qui est chaude. Elle a la particularité d'être, surtout quand on va en profondeur évidemment, quand on se gèle près du Mistral ou de la Tramontane, on a froid en surface, mais ça ne descend pas, sauf dans les lagunes, comme ici, ça ne descend pas en dessous de 12, 8, 13, sauf, bien sûr, quand il n'y a que 50 cm d'eau. Et en profondeur, la particularité de la Méditerranée, c'est qu'elle est chaude, entre guillemets, jusqu'aux plus grandes profondeurs. Elle n'est jamais plus froide que 12, 8, 13 degrés. Donc, à l'inverse, dans l'Atlantique, tout proche, et ben, en profondeur, vous avez 2, 3 degrés. Il y a très peu de fleuves qui se jettent dans la Méditerranée, donc une tendance à l'évaporation et des pluies, évidemment. C'est pas terrible dans le contour de la Méditerranée, surtout sur les rivages sud.
Dans le régime thermique de la Méditerranée, c'est extrêmement contrasté. Vous avez un gradient important, est-ouest et surtout nord-sud. Ça, c'est une image satellite à partir de la concentration je ne sais pas à l'origine, qu'est-ce que c'était? C'était le chlorophylle. En tout cas, il y a la température. Donc ça, c'est en mars 2008. Vous voyez le contraste entre le nord, où on est, le nord du bassin occidental, qui est vraiment le point le plus froid, avec le nord de l'Adriatique, avec des températures hivernales de 12, 5, de 12, 8, 13 degrés. À l'inverse, sur les côtes du Levant, Israël, Liban, sud de la Turquie, vous avez facilement 18, 20 degrés à cette saison. Une autre image. Alors, décidément. C'est bon. Voilà, ce grand contraste thermique dans la Méditerranée, ça conditionne la distribution des espèces, avec des fréquences d'espèces qui sont différentes, est-ouest et nord-sud. On parle d'espèces méridionales, d'espèces septentrionales, on parle surtout d'arrivée d'espèces méridionales, c'est des espèces qui vivent dans le sud de la Méditerranée et à l'est, dans les parties les plus chaudes. Et ça va déterminer les changements de climat en Méditerranée, ça va déterminer des mouvements d'espèces vers le nord, une conquête de territoire comme ça, par des espèces qui aiment bien une eau plus tempérée pendant l'hiver, et qui ont tendance justement à coloniser le nord. Là, c'est juste un exemple avec deux espèces, le corail rouge. Il y en a partout en Méditerranée. Ils ne sont pas distribués en profondeur, il n'est pas distribué en profondeur d'une manière homogène en Méditerranée. À Marseille, nous avons la chance d'avoir une région qui est froide, alimentée par le Mistral en été, qui refroidit l'eau. Et il y a, disons, on peut trouver du corail rouge, j'en ai trouvé à moins de 10 mètres de fond, 5-6 mètres de fond. À l'inverse, vous allez en Grèce. En Crète, par exemple, il faut plonger à 120, 150 mètres de profondeur pour trouver du corail rouge. Le moins profond, en Grèce, il faut aller dans le nord de la mer Égée, où il y a un climat qui est plus froid, à cause des vents sibériens. Et là, vous l'avez par 45, 50 mètres de fond. À l'inverse, le poisson perroquet, c'est une espèce qui est orientale, en Méditerranée, typiquement, qui gagne petit à petit vers l'ouest, et que l'on rencontre dans des régions plus tempérées, atlantiques, aux Açores et à Madère, par exemple. Et on parlera justement des mouvements d'espèces, parce que c'est une espèce que, au voir l'œil, vous risquez de la rencontrer. Si ça continue comme ça, vous risquez de la rencontrer ici, chez nous, mais ma foi, pourquoi pas? C'est pas une alien, c'est une espèce qui est à la fois atlanto-méditerranéenne, et pour les zones tempérées chaudes. Donc, on va balayer un petit peu les origines de ces espèces à travers les plans géologiques. Cette biodiversité de la Méditerranée, elle s'est façonnée à l'allure des grands événements géologiques qui ont formé vraiment la géologie, la configuration de la Méditerranée. Et son histoire est vraiment très, très catastrophique, la Méditerranée, au cours des millions d'années. Je ne sais pas si ça va pas sauter une. Bon, c'est pas grave. Non. Voilà, on passe tout de suite au poumon de la Méditerranée. Le poumon, un poumon qui est extraordinaire, puisqu'il date de l'océan Thétis qu'il y avait
il y a 60 millions d'années, un grand océan. Il y avait une grande communication entre l'océan Indien et l'Atlantique. Tout ça, ça ne faisait qu'une grande mer. Et la Posidonie est une endémique actuellement de Méditerranée. On ne voit absolument pas, dès qu'on s'approche du détroit de Gibraltar, il n'y en a plus, que ce soit côté espagnol ou côté maghrébin. Par contre, elle a 8 sœurs australiennes. Et vous trouvez aussi des Posidonies fossiles. Il y a 2 espèces, je crois, dans le bassin parisien, bassin parisien, dans les terrains crétacés. Donc, il y a 60 millions d'années, tout ça, ça faisait une seule mer, et il y avait des Posidonies partout, de différentes espèces. Chez nous, il n'en restait qu'une espèce, et on verra comment cette espèce a recolonisé après la Méditerranée. La Méditerranée, elle communiquait, il y a 20 millions d'années, elle communiquait avec l'océan Indien. Il y avait une grande communication, là il n'y avait pas le canal de Suez, c'était bien plus large. Et donc, il y a eu toute une faune qui venait de là-bas. Certaines espèces sont restées. Et l'événement majeur dans l'histoire de la biodiversité de la Méditerranée, ça s'est passé il y a en gros 6 millions d'années. Le détroit de Gibraltar s'est fermé. La suivante. Décidément, tu vois, je te mets en contribution. Le détroit de Gibraltar, c'est rien, hein, c'est 14 km de large. Hein. Par contre, c'est profond. Il y a des seuils, il y a 2 seuils. Moi, je viens du Maroc, quand on fait toutes mes études là-bas, on allait chasser dans le détroit de Gibraltar, on voyait les maisons espagnoles de l'autre côté, quoi. Hein. Il y a donc des millions d'années, ça s'est fermé. Il y a eu un mouvement géologique qui a rompu cette communication avec l'Atlantique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil a continué à chauffer. La Méditerranée s'est desséchée petit à petit. Et il y a eu d'énormes dépôts de sel qui se sont faits au fond. Il y a eu quelques silos qui sont maintenus en eau. Et surtout, il y a, peut-être du côté d'Andalousie, côté ouest, des maintiens d'espèces méditerranéennes là-bas. Ça a été quand même un événement catastrophique qui a duré 600 000 ans. Suivante. Il y a 600 000 ans, il y a eu remise en eau de la Méditerranée. Alors imaginez un petit peu la cascade qu'il y a pu avoir par-dessus le seuil. Assèchement, ça veut dire extinction des espèces, sauf celles qui s'étaient maintenues dans des petits isolats. On ne sait pas trop s'il y avait des isolats côté Atlantique, il y en avait aussi côté Méditerranée, mais on ne connaît pas trop. Quelque chose de sûr, c'est qu'il y a eu un flux formidable d'eau qui a re-rempli la Méditerranée et de l'eau avec l'eau, évidemment, des espèces atlantiques. Pensez à la Posidonie, cette pauvre femme, cette pauvre espèce qu'on dit très menacée, hein. C'est vrai qu'elle est menacée par l'homme, mais en ce temps-là, pour coloniser la Méditerranée, il a bien fallu qu'elle ait une puissance de colonisation formidable. Elle est tout autour de la Méditerranée, de pratiquement 0 de la surface jusqu'à 40 mètres. C'est quand même des surfaces extraordinaires que l'homme, bien sûr, a réduites par son activité. Et c'est un peu fascinant, on peut même dire que ça a été, à son époque, une espèce invasive, hein, une espèce, disons, extrêmement colonisatrice. Donc, cette introduction d'espèces atlantiques
Après, ça s'est poursuivi et ça continue de se poursuivre actuellement. Alors, au fil des temps, il y a eu des périodes chaudes, des périodes froides, des glaciations en Méditerranée, et au contraire des périodes chaudes, et des colonisations d'espèces atlantiques. Là, ça s'est fait par le nord ou alors par le sud. Et ça, c'est très perceptible dans les espèces que vous voyez sous l'eau. Et actuellement, évidemment, on est dans une période chaude. L'interglaciaire est loin de là. Là, j'ai donné deux exemples d'espèces. Une qui est d'origine nordique, c'est excusez-moi si je mets que des noms latins, hein, je mets trop les noms communs. Le Kénolabre rupestris, en plongeant en Suède, j'ai eu le plaisir de la rencontrer. Une vieille très commune, quoi, là-bas. Et ici, on la trouve dans vous l'avez peut-être vu ici, je crois que là. Parce qu'on est dans la partie la plus froide de la Méditerranée. Par contre, on la voit encore dans le golfe de Fos, on la voit à Marseille, mais un petit peu moins fréquemment que dans le golfe de Fos. Et quand on va vers l'est, puisqu'il y a un gradient climatique entre l'ouest et l'est, ça se réchauffe à mesure qu'on va vers l'Italie. Par exemple, à Port-Cros, je ne l'ai jamais vu. Et Anthias, c'est le représentant d'une famille qui est typiquement tropicale. Si vous avez plongé en mer Rouge, en océan Indien, on avait vu des quantités d'espèces. Et c'est une forme, un genre qui est très, très abondant là-bas. Donc, il a colonisé la Méditerranée, lui, à partir d'une période chaude. Et puis, il y a la colonisation, elle est actuelle encore. Hein. Il y a des colonisateurs qui sont des touristes, qui ne sont pas encore installés, seulement qui viennent en exploration, ils testent, peut-être, ou ils sont emportés par des courants. Ça a été le cas de la saupe brésilienne. Alors, la saupe brésilienne, moi, je l'avais rencontrée aux Açores, à Madère, et il y a deux chasseurs, un Catalan et un Français, qui simultanément, disons, dans le même mois, en ont attrapé une, chacun. Je ne me souviens plus dans quelle année, c'était dans les années 80, 85, 90, je crois. Et par contre, cette espèce est installée dans le sud de la Méditerranée. Je l'ai rencontrée à l'île aux Galites, en Tunisie, par exemple. Elle va venir. Elle va venir sur nos côtes nord. Bon, ça va faire un herbivore de plus, parce que des herbivores, il y en a très peu ici, il y a la saupe, principalement. Hein. Les autres espèces sont très petites. Et l'autre, c'est encore plus extraordinaire, c'est le céran à tricoda. C'est un céran qui ressemble au céran petite chèvre, qui peut atteindre des tailles plus grandes. Et Christian Pétron, vous connaissez peut-être, c'est un cinéaste qui a fait pas mal de grands films sous-marins. Il en avait photographié une à la Gabinière. Un individu à la Gabinière. Et il avait donné ça à identifier. Et cette espèce est retrouvée dans un ancien guide de Vauchot et Prat en les poissons de Méditerranée. Il est signalé comme présent en France. Il y avait un individu, un touriste. Mais il commence à coloniser le sud de l'Espagne. Il va arriver petit à petit. Donc il faut l'avoir dans l'œil et peut-être vous le rencontrerez. Bon là c'est une espèce, justement, une liste d'espèces méridionales. J'ai trouvé cette publication il n'y a pas longtemps, faite par Arlettini et Eldrag. C'est une liste qui est très complète. Hein. On va voir quelques images là, après. Voilà. Il y a des échinodermes, des astérides, des étoiles de mer thermophiles, c'est-à-dire une tendance méridionale, qui sont présentes chez nous sporadiquement ou qui commencent à être bien présentes. La Célia, bon, j'ai un petit peu appris qu'elle était méridionale.
à tendance thermophile. L'Ophidiaster, on la rencontre de temps en temps sur nos côtes nord. J'avais fait un article dessus, justement pour signaler sa présence sur les côtes nord. Je m'étais servi des informations de BioOps d'ailleurs. Je rencontre par des plongeurs amateurs. Kétaster angipes, c'est une espèce assez rare, mais qui est présente, qui commence à être bien à se voir sur les fonds détritiques, les fonds de sable grossiers en particulier. Quant à la peltaster, je ne sais pas comment vous l'appelez, placenta, c'est une espèce qui est profonde chez nous, dans les parois des canyons par exemple, mais qu'on rencontre en plongée, par exemple en Croatie, en Adriatique. Il y a un peu de paradoxe, des espèces qui sont superficielles en zone chaude et qui sont profondes chez nous. Pourquoi? C'est peut-être qu'il y a moins de variations de température qui les choquent. Peut-être pour ça. Alors celui-là, vous le connaissez, c'est l'oursin diadème. Ça frappe l'imagination avec ses grands piquants. C'est une famille qui est typiquement tropicale, elle est diadématidée. À gauche, les photographies à porco. On en rencontre un peu partout chez nous, dans les anfractuosités, en activité surtout la nuit. À droite, c'est un individu photographié en Algérie, aux îles Abibas, et autour de lui, il y a l'Astroides calicularis, qui est un corail avec squelette, qui est typiquement méridional, en Méditerranée, côté italien, il remonte jusqu'au niveau de Naples. Et petit à petit, il va gagner, avec le réchauffement, il va gagner petit à petit. Voilà, une espèce thermophile aussi, la grande cigale. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontrée ici. Dans le nord de la Méditerranée, elle est rare. Elle a été déclarée strictement protégée au niveau national. Dans la zone de Marseille, on peut la retrouver au fond des grottes, à certains moments. Mais c'est rare. Tandis que dans les parties méridionales, elle peut être très abondante. Déjà, à Scandola, c'est-à-dire en Corse, elle est nettement plus fréquente. On la voit bien la nuit d'ailleurs. En Algérie, par exemple, il y avait des championnats, je me souviens dans le temps, il y avait des championnats de ramassage. Quant à la photo de droite, c'est pris aux Açores. Il y avait une équipe de scientifiques, je vous présente ma fille d'ailleurs, maintenant les mères de famille. Et cette équipe de collègues portugais a eu la bonne idée d'étudier la biométrie de la grande cigale, ce qui fait qu'ils les ramassaient. On les a pas mis en formol, je vous dis tout de suite. Ça passait à la casserole après mensuration. Mais c'était très abondant là-bas. Alors, suivante. Voilà des espèces intéressantes. Vous devez avoir l'œil dessus. La Pina rudis. Vous savez que la Pina nobilis a subi une mortalité extraordinaire, une contamination par un protozoaire. Et il n'y a plus que quelques individus dans les lagunes qui sont survivants. Et par contre, on voit la colonisation par le Pinargudis, une espèce méridionale, bien présente, toujours pareil, Açores, Madère, sud de l'Espagne, le Liban, c'est la seule Pina qu'on voit au Liban, qui commence à coloniser. On m'en signalait encore hier un petit groupe à Porto. On en rencontre maintenant à Marseille, qu'on n'avait jamais vu il y a quelques années. Voilà, elle est en train de remplacer la Pina nobilis, à part qu'elle n'a pas tout à fait le même habitat. L'oreiller et l'œil, c'est une espèce qui est plus symétrique
que la pinate, des coquilles qui peuvent être très épaisses, très costulées, et vous pouvez la rencontrer dans les fonds rocheux, dans les failles. Elle est plantée dans les failles, elle ne sera pas dans le sable. La cyprès, Luria lyrida Luria lyrida, pardon. C'était une espèce méridionale aussi. Avant, moi, je ne la rencontrais jamais dans les grottes. J'ai passé des centaines d'heures dans les grottes. Je ne la rencontrais pas. Et maintenant, on commence à la voir fréquemment. Le grand triton, Carolia lampas, j'avais l'habitude de le voir dans le sud de l'Espagne, fréquemment, en plongée libre, dans 10 mètres d'eau. À Porquerolles, j'ai fait des centaines et des centaines de plongées à Porquerolles. J'en ai vu une fois. Maintenant, on commence à le voir et se reproduire. Les plongeurs, justement, du groupe de plongée bio du coin, on a rencontré en train de se reproduire en groupe et en train de pondre. Et puis celle-là, alors la Tona galea, je ne sais pas si on la rencontre dans la région, je ne pense pas. C'est quelque chose que j'ai un gros gastéropode énorme, hein, que j'ai rencontré dans le sud de l'Espagne, et là c'est au Liban. Il risque aussi de venir. La suivante. Alors, un exemple d'espèce thermophobe ou thermophile, ce sont les Mysidacées des grottes. Les petits crustacés. Au fond des grottes obscures, il y a des essaims de petits crustacés, Mysidacées, rouges, toujours grosses comme ça. Et on avait l'habitude, dans nos grottes, puisqu'on a travaillé énormément dans le groupe où j'étais, dans les grottes obscures, il y avait des essaims de ces petites Mysidacées roses, et c'était Hemimesis speluncola. Et ce qui s'est passé, c'est que au fil des années, ça a dû se passer dans les années 80, 85, 90, elle a disparu, elle s'est maintenue dans certains points plus froids, et elle a été remplacée par une espèce qui était présente dans les Baléares, c'est l'Hemimesis margalifi, qui a pris exactement la même niche écologique, c'est-à-dire le fond des grottes, et le soir, elle sort des grottes pour se nourrir à l'extérieur. Elle se met dans la colonne d'eau, des espèces comme l'autre précédente aussi, et à l'aube, elle rentre au fond des grottes, et c'est ce qui avait été très étudié pour la précédente, Hemimesis speluncola. Donc il y a eu vraiment là un remplacement d'espèces exactement dans la même niche. Voilà, c'est ce que je voulais vous. C'est des tout petits crustacés qui est très étudié par Pierre Cheval-Donnet actuellement, qui a été étudié par des collègues qui sont plus là maintenant. Suivante. Bon, celle-là est célèbre, très photogénique. C'est la petite girelle pan. Là, c'est le mâle, le plus beau. Vraiment. C'est une espèce qui est apparue, disons, début 80, les années 80. Dans tous les recensements, vous voyez, il y a une indication, c'est que Pierre Lejeune, qui a travaillé qui a fait sa thèse sur les labridés en Corse, dans la station biologique de Star Réseau. Il a fait tous les labridés, leur écologie, leur mode de vie, leur alimentation. Il ne signalait pas la thalassoma au cours de sa thèse. Maintenant, plongez là-bas, la première chose que vous voyez en vous mettant à l'eau. Et si vous plongez un peu plus au sud, en Turquie par exemple, il y a des essaims énormes de thalassoma. Et maintenant, c'est un peu une banalité chez nous.
de voir cette espèce. La suivante. Ça, vous connaissez, c'est l'espèce favorite des plongeurs sur les sites où il y en a. C'est spectaculaire. Le barracuda. C'est pas un barracuda qui vient des mers tropicales, hein. C'est une espèce qui est acampo-méditerranéenne du Sud. Elle existe aux Açores, toujours pareil, la même distribution. Elle doit être aussi au Cap-Vert, Canaries, Madère, Açores, et côte sud de Méditerranée, une côte marocaine par exemple. Le premier que j'ai vu, c'était une tête coupée au muséum à Rabat. Et maintenant, petit à petit, c'est arrivé. C'est drôle parce que là, c'est arrivé par des juvéniles. On a commencé à avoir des juvéniles dans les ports, et puis petit à petit, les populations se sont installées, et maintenant, ça devient une banalité, quoi. C'est le grand spectacle, en particulier dans le parc national des Calanques, des spots, là, alors qu'il n'y en avait pas quelques années avant. Hein. 5-6 ans, il n'y en avait pas. Pourquoi l'histoire avec les anciennes, ça a commencé dans les années 80, je pense. Suivante. Voilà, une espèce actuelle dont la colonisation est actuelle et étudiée. C'est la petite rascasse rouge madérindis. Je me souviens, on avait plongé ensemble à la Croix et tu me l'avais montré et je l'avais photographié. Mais elle était rare. Elle était rare. Voilà. Dans les recensements qu'ont fait les collègues du GISPO Sidonie, à Scandola en Corse, cette espèce a pris la dominance sur les autres espèces de scorpènes, de rascasse, et maintenant c'est vraiment l'espèce la plus abondante sur la côte corse. Moi je l'avais rencontrée au Liban, c'était la seule rascasse, petite rascasse que l'on voyait. Et pour le chapon, j'en ai pas vu. Hein. D'ailleurs, s'il avait été là, il aurait été pêché, flingué, sûrement tout de suite. Et c'est très, très intéressant de voir un petit peu cette supplantation d'une espèce par une autre. Une autre qui est spectaculaire, mais où c'est toujours bienvenu quand on les rencontre. C'est le mérou royal, Bitéroperca rubra. C'est une espèce qui est, pareil, méridionale, qui vit souvent en groupe, en pleine eau. J'en ai rencontré des bandes de au moins 50-100 individus en Turquie. Il n'y en avait pas chez nous, sauf, on va voir, qui a commencé à voir comment on suit les mérous dans la réserve de Scandola et aussi dans celle de la réserve des Bonifacio, qui a commencé à s'installer. Et par exemple, en 2012, vous voyez, il y avait un petit groupe qui commençait déjà à s'installer à côté de l'îlot Palazzo, et qui maintenant est bien établi. Et à Porco, on a commencé à en voir. Voilà, ça c'est une photographie à Porco, on était peut-être ensemble. Et on l'a vu après à Marseille. Ce qui est étrange, c'est que quand vous allez sur les photos d'archives, les photographies de Philippe Taillez, une photographie sous-marine de Philippe Taillez, les photos de chasse, la célèbre photo de chasse de Didi Dumas, un des 3 muscles-verts, quand il avait fait le pari de sortir 100 kg de poisson dans l'après-midi, il y a 2 Bitéroperca dessus. Et là, sur cette photo, c'est Beuchat, le nom de Georges Beuchat, le fondateur de la marque Beuchat, hein, à Marseille, au Goude. Vous voyez, sous la flèche, il y a un Bitéroperca. On reconnaît à la forme de la queue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant ces années, en 42, ça? Avant, est-ce qu'il y a eu une période chaude, une colonisation, petite population de mérou royal? Les choses de sûres, c'est que quand les chasseurs sous-marins sont arrivés, ils ont effacé la population. C'est des choses qui arrivent. Bon, maintenant, ça va mieux en tout cas.
Alors celle-là, elle va peut-être tenir un peu plus. C'est un autre Mytteroperca, ça s'appelle pas Royal, ça s'appelle Fusca. Là, je l'ai photographié aux Açores, et il a été signalé aussi sur les côtes d'Israël, je crois, ou du Maghreb. Voilà, une fois, quoi. Enfin, une publication scientifique. S'il continue à rentrer, à s'établir, il n'est pas trop en concurrence avec d'autres espèces, on va le voir gagner petit à petit toute la Méditerranée. Suivante. Et puis le mérou brun. Le mérou brun, eh ben, c'est vraiment le mérou de la Méditerranée. C'est le poisson qui a défrayé l'enthousiasme des plongeurs, des chasseurs depuis le début, quoi. Hein. Et qu'on a mis le nez sous l'eau, c'était le mérou méditerranéen. À part que le mérou méditerranéen, il a une distribution transatlantique, on trouve en Brésil, largement. On trouve tout le long de la côte atlantique jusqu'en Afrique du Sud, c'est aussi dans l'océan Indien, Madagascar, même la Réunion, et remonte, je crois, jusqu'au golfe d'Aden. À part ça, il n'est pas seulement méditerranéen. Mais quand même, c'est là où il y a eu le plus de publicité. Hein. En fait, quand vous plongez sur les côtes provençales, ou françaises en tout cas, ils ne se reproduisaient pas. Il n'y avait que des mâles. Donc quelques femelles accidentelles, mais de toute façon, c'est-à-dire des tailles plus petites. C'est un poisson dont les sexes se succèdent. Suivante. Et on attribue ça à la température qui était trop froide. Et en effet, à partir des années 90, il a commencé à se reproduire. Les premières publications, ça date de 91. On n'avait jamais vu de petits mérous, de bébés mérous. Et ça a commencé à être signalé, les premiers en Corse. Et après, maintenant, bon, c'est presque une banalité. Vous allez à Bagnous, vous allez à Porco, vous trouvez des bébés mérous. Et surtout, vous pouvez surtout observer des phénomènes de reproduction avec les mâles quand c'est l'été, la période la plus chaude. Vous voyez les gros mâles, les gros individus qui se mettent à avoir un faciès qui estime très séduisant pour les femelles, horrible d'ailleurs, avec les yeux blancs, les taches blanches, poursuivant tous ceux qui rentrent dans leur territoire. Et chose de sûre, c'est que ce phénomène de reproduction, plus la protection dans les aires marines protégées, la population de mérou brun maintenant a augmenté de manière formidable. En plus, avec le moratoire de chasse sous-marine qui est établi sur les côtes continentales depuis 1993. Tous ces facteurs-là, c'est fait que le mérou, c'est devenu maintenant, à Marseille, avec le parc des Calanques, une banalité. Les plongeurs ne le regardent presque plus. Voilà un bébé mérou de 14 cm. Voilà, c'est un des premiers que je photographiais. C'était en 2002, là, à côté d'un séran écriture de la même taille. Et ce qu'il y a, c'est que ces deux espèces, en fin de compte, c'est tous les deux des bénéficiaires du réchauffement de la Méditerranée. Le réchauffement à long terme. Suivante. Oh, celle d'avant. Si on le compare en tout cas... Oh, attendez. Je vais essayer de faire une marche arrière. Voilà. Les deux sérans cohabitent souvent. Ce qui s'est passé, c'est que le séran écriture, avant, dans les zones les plus froides, il était quasiment pas présent. À Marseille, quand je vois les publications, les relevés qu'on a fait, dans les années 70, il n'y en avait quasiment pas. Et petit à petit, son abondance a augmenté, et maintenant, on ne peut pas mettre le nez sous l'eau sans en voir. Et petit à petit,
Est-ce qu'il a pris du territoire sur le séran Petite Chèvre? Certains le disent. Est-ce que le séran Petite Chèvre s'est obligé de se réfugier en profondeur où il allait de toute façon, hein? Suivante. Bon, la Méditerranée se réchauffe. Hein. Je n'ai pas de recensement récent de température. Quelque chose de sûr, c'est que les grands inventaires de température qui ont été faits sur un grand nombre d'années, dans les années 90, ont montré que ça a augmenté d'1 degré par rapport aux décennies précédentes. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des canicules exceptionnelles comme on a connu cet été. On va passer aux aspects négatifs. Hein. Le positif pour nous, ben, c'est qu'on est bien dans l'eau. Hein. On se régale en été. C'est très agréable, mais la conséquence, c'est ben, qu'est-ce qui va arriver au paysage qui nous attire, hein. Parce que là-dedans, dans tous ces paysages que vous voyez, le coralligène, plein de gorgones et plein d'autres espèces, et ben, il y a beaucoup d'espèces qui sont thermophobes, qui n'admettent pas certains seuils de température pendant une durée trop longue. Voilà des enregistrements de température. Alors, oulala, il y en a un qui est très clair. Qui a été fait en 1999. C'est à Carry-le-Rouet à 24 mètres. La flèche en haut, on ne voit pas bien parce que la ligne est trop claire. C'était un plateau de température à 24-25 degrés pendant une très grande période à la fin de l'été. Ça a duré pendant plusieurs semaines, quasiment plus d'un mois, je crois. Et c'était un truc extraordinaire par rapport aux autres étés. Les étés 2000 ou 98, où il y avait dans cette région de Carry succession de chutes de température quand il y avait les Mistral, et au contraire, après remontée rapide. Ça, c'est ce qui sauve un petit peu de cette côte, et c'est les coups de Mistral qui rafraîchissent l'eau. Et là, c'est un grand plateau et une plongée de la thermocline jusqu'à 50-60 mètres. Et ça nous a alertés parce qu'en même temps, il y avait de la mortalité énorme. Et il y a eu pas mal d'études là-dessus. La même chose cet été. Les collègues du parc marin de la Côte Bleue ont fait sur le même site, vous voyez, un enregistrement. Là, j'ai isolé la partie de cette période estivale. Il y a eu 2 pics exceptionnels de température, avec des valeurs qui étaient supérieures encore qu'en 1999, à 27 degrés, 28 et 26. Moi, j'ai relevé jusqu'à cette profondeur de 20 mètres au large de Marseille, dans les archipels de Rioux, 28 degrés au moins à mon ordinateur de plongée. Des choses que j'avais jamais vues, quoi. Suivante. Alors, vous voyez, c'est une succession, c'est un phénomène récurrent, malheureusement, qui risque de recommencer et de manière encore plus forte. La première alerte, ça a été en 83. Et j'avais fait un petit article dans la revue Océan, d'ailleurs. Ça avait commencé à La Ciotat, l'alerte moins citoyenne, hein, comme vous, les plongeurs comme vous, qui avait dit, mais le corail de la grotte Agabi est en train de crever. Et on avait vu, par exemple, au Conlu, les gorgones en train de se dénuder aussi, et on avait attribué ça, il y avait eu des orages, on avait dit, c'est la pollution qui a décimé les chantiers navals de La Ciotat. Ben, c'est ce qui a été dit dans la presse ou entre nous, mais cet été avait été très chaud aussi. Donc j'avais mis aussi qu'il y avait aussi un réchauffement. À cette époque, on ne savait pas trop. Et puis en 99, alors là, ça a été la catastrophe. Hein.
qui a été très étudié grâce à vous tous, hein, les plongeurs de club, plongeurs amateurs, les naturalistes. On m'avait donné un modus operandi, quoi, une méthode de relevé, quantification des gorgones, des nécroses sur les gorgones. Et comme ça, on a eu des informations sur toute la côte méditerranéenne, le taux, et ça a permis de bien étudier la chose. Et évidemment, le plus spectaculaire, ça a été la gorgone rouge, par un EPCA, avec des taux de mortalité énormes. Vous voyez là, tout frais. Je l'ai photographié à Port-Cros en octobre. Vous voyez que le réchauffement, ça a duré, cette période de mortalité n'était pas au milieu de l'été, c'était vraiment à l'automne, que ça s'est bien manifesté. Là, à droite, par contre, il y a une gorgone qui est là, qui a été photographiée beaucoup plus tard. Vous voyez qu'elle a survécu, enfin, partiellement, et il y a un petit bout qui est vivant. Mais par contre, le fouling, les espèces qui l'ont colonisé se sont beaucoup épaissis, augmenté en nombre d'espèces. Et c'est des choses que l'on observe encore maintenant. On a rencontré des individus qui ont été dénudés comme ça en 99. Là, vous voyez une nécrose partielle qui vient de se passer. Et si c'était assez net, on verrait très bien des parties grisâtres un peu bleutées, qui correspondent simplement au sclérite de la gaine vivante de la gorgone. Les parties blanches, il n'y a plus que le squelette, le squelette souple, hein, de matière fibrilleuse un peu, et la partie vivante rouge, donc elle a des petits sclérites calcaires, et quand il y a mortalité, c'est les parties, la matière organique qui s'en va, et vous voyez une petite gaine grise, très friable, c'est une gaine de sclérite qui va tomber. Là, je sais que sur cette photo, on peut en voir comme sur les clichés originaux. Suivante. Voilà. Par contre, à mesure que le temps passe, et ben, les espèces opportunistes, colonisatrices, ben, font du fouling sur les squelettes des gorgones. Et là, si la gorgone n'a pas une base sapée par des fourreurs, ben, ça reste comme ça. Ça peut rester. C'est un squelette qui est quand même très solide. Et c'est une opportunité pour beaucoup d'espèces qui sont contentes d'être dans la colonne d'eau, où il y a une bonne circulation de l'eau. Et là, vous avez aussi bien des algues que des hydraires, des bryozoaires, une quantité d'espèces. Suivante. Voilà, ça, ça a été pris en septembre. Vous voyez, c'est une très vieille colonisation de Cansada. On ne peut pas trop savoir. En tout cas, c'est très vieux. Il y a un peu de tout. Il y a des algues, il y a de Cyonium coralloides dessus. J'ai été choqué de ne pas trouver de bryozoaire en bon état. J'en ai trouvé une avec comment on appelle ça, le cerf, ou je ne sais pas, Schistopora avicularis, mais en très, très mauvais état, quoi. Très vieux. Alors ça date peut-être de 99, ou d'un autre événement, en tout cas, de mortalité. Suivant. Voilà, on a pu suivre ce taux de mortalité dû à l'événement
de canicule de 1999 d'une manière bien quantitative, parce que l'année précédente, à Marseille, dans les îles de Riou, on avait fait des relevés pour les gorgones, pour les poissons, pour différents organismes, pour le corail rouge par exemple, en vue de l'installation d'un parc national. Donc, comme j'avais la technique pour les gorgones, de quantification de l'état des gorgones, on avait monté une équipe comme ça, à 3, et à l'entrée de la grotte Pérès, à l'île Plane, en particulier sur ce site, on avait compté 500 et quelques colonies, leur état, c'est-à-dire le taux de nécrose, et beaucoup de chance pour les scientifiques, de malchance pour l'environnement, il y a eu la canicule l'année suivante. On a recommencé sur le même site, les mêmes recensements. Et on peut voir comme ça le taux de nécrosé qui a considérablement augmenté, le taux de colonies de gorgones entièrement mortes aussi a considérablement augmenté. Et on a pu comme ça voir vraiment avoir des chiffres, hein, parce que non seulement il y a une impression subjective. Suivante. Le corail rouge, je vais vous parler du gradient climatique qu'il y a le long de notre côte. Ici, comme à Marseille, le golfe de Fos et à Marseille, on est quand même dans la zone la plus froide du bassin occidental. Ce qui fait qu'à Marseille, on a du corail rouge à 5 mètres, 10 mètres de fond, jusqu'à dans les canyons, à plus de 200 mètres de profondeur. Si vous allez vers l'est, là il est profond, et pour la mortalité, l'effet du réchauffement, disons, a été identique. Peu de mortalité, et seulement en surface, les moins profondes à Marseille. Par contre, à Monaco, où je travaillais, où j'ai pas mal travaillé après, il y avait des mortalités jusqu'à près de 30 mètres. Et total. Il n'y a plus aucune colonie vivante sur les tombants. Il n'y avait pas que ça qui a atteint le corail rouge d'ailleurs à Monaco, mais enfin, une autre histoire. Suivante. Alors, quels sont les facteurs qui déclenchent la mortalité des gorgones? Est-ce que c'est seulement une thermosensibilité, une sensibilité aux températures fortes? Est-ce qu'il y a une sensibilité particulière de population locale? On va voir quelques exemples, semble-t-il. Est-ce qu'il y a une action conjointe d'autres facteurs qui viennent en plus de la température, augmenter l'effet de la température? Est-ce que toutes les gorgones d'un site sont atteintes? Les gorgones d'une même espèce sur un même site, et qu'elles sont toutes atteintes? Et pourquoi la mort d'individu n'est pas totale? Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue. Suivante. Alors, pour l'effet de la température, en isolant ce facteur, il y a un jeune collègue catalan qui a fait sa thèse dans notre laboratoire et qui est allé à Monaco, au laboratoire de biologie de Denis Allemand, où ils ont un système d'aquarium très perfectionné, et il a mis dedans des colonies de corail rouge en augmentant progressivement la température, en faisant des temps plus ou moins longs d'exposition à différentes températures. Et il a pu déterminer que le corail rouge, au moins celui qu'il avait importé, si la température restait à 25 degrés pendant plus d'une semaine, le corail mourrait. Voilà, donc le temps d'exposition, si un coup de chaud qui ne dure pas trop longtemps, c'est pas grave. S'il perdure vraiment pendant une semaine et plus, ben, ça devient quand même très, très dangereux pour certaines espèces en tout cas. Suivant. Alors, il y a d'autres collègues,
ont étudié, qui est un bactériologiste, Marc Bailly, avec Kim Garabou, qui ont fait des expériences de contamination, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait sur les polypes qui étaient demi-nécrosés, enfin une colonie qui était nécrosée. Aperçu qu'il y avait un vibrio pathogène qui était thermodépendant, qui était particulièrement dynamique quand la température s'élevait au-dessus de 22 degrés. Donc il y a peut-être conjonction, augmentation de température et prolifération de micro-organismes qui accentuent vraiment la mortalité, l'effet de la thermophobie dans des espèces. Suivant. Alors, est-ce que toutes les espèces sont sensibles à les vagues de chaleur? Non. À une période donnée, sur un site donné, non. Il y a une en tout cas, la Leptogorgia en bas à droite, qui n'a pas l'air d'être sensible. C'est une espèce qui est dont la fréquence augmente bien faisant à Bagnous, mais qui a commencé à proliférer à Marseille, à Porto aussi, et l'espèce atlantique, celle-là ne semble pas sensible. Les autres, ben, ça dépend. En 99, il y a eu peu de cas sur la gorgone jaune, pas mal sur la blanche, et beaucoup sur la gorgone rouge. Cette année, la situation n'est pas la même. Il semble que la gorgone blanche ne soit pas trop touchée. Enfin, tout ça, ça dépend des sites. Suivant. Les différences géographiques. Alors là, c'est flagrant. J'ai reçu hier le message de Claude Lefebvre, qui est moniteur à Port-Pro et photographe et qui est bien formé à l'observation sous-marine. Justement, je lui ai demandé de bien observer ce qui se passait au point de vue mortalité. Les gorgones m'a dit, actuellement, semble-t-il, il n'y a presque rien au point de vue mortalité. Alors qu'à Marseille, c'est la catastrophe. C'était l'inverse en 99. Il fallait comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé à Marseille? Est-ce qu'il y a eu un facteur supplémentaire? Peut-être. Sans doute. En tout cas, Marseille, ça a été très frappé, mais pas partout, et pas toutes les gorgones. On ne sait pas pourquoi il y a des différences géographiques comme ça. Hein. Suivante. Voilà. Pourquoi toutes les gorgones d'un même site ne sont pas touchées? Les mêmes espèces, normalement. Une espèce, bon, elle a son profil de sensibilité à la température, théoriquement. Hein. Et bien, quelle que soit la profondeur, il y en a qui sont une qui est entièrement morte, l'autre à demi morte, et l'autre à côté qui est tout à fait bien vivante. Et ça, j'ai pu l'observer encore la dernière plongée que j'ai faite il y a 2 semaines à Marseille. Même à petite profondeur, là où il y avait le réchauffement le plus fort, il y avait des gorgones qui étaient entièrement mortes, une gorgone rouge qui était entièrement morte, et celle d'à côté était bien vivante. Donc, s'il y a un profil génétique et individuel qui favorise ça, cette résistance. Et puis, vous savez comme moi hein, que c'est une colonie, hein, une gorgone, c'est une colonie, tous les polypes communiquent entre eux, par des canaux. Pourquoi il y a une mortalité partielle dans une colonie? Quand vous êtes atteint par un agent létal, la température, ou la température plus un vibrio, normalement tout devrait mourir. Et là, il y a des particules résilient. Alors ça, je ne sais pas s'il y a une explication. J'ai posé la question toutefois, je n'ai jamais été convaincu par les essais d'explication qu'on m'a donné. Hein. Vous voyez qu'il y a un champ de
un champ d'études, là encore. Voilà, il n'y a pas que les gorgones, hein. Il y a le blanchissement des coraux aussi, en Méditerranée, des coraux qui sont associés à des zooxanthelles, comme le Clacodocora, ces spitoles-là, qui est bien rond, bien marron, parce qu'il y a des zooxanthelles dedans. Ben, en 99, j'ai pu photographier des colonies qui venaient de blanchir, et après leur colonisation par d'autres espèces opportunistes profiter de ce support. Suivante. Ça a été très rare dans la région de Marseille, ça a été très rare pour les éponges. Mon collègue Thierry Perez a été catastrophé parce qu'il a travaillé énormément sur les éponges commerciales, du genre Spongia, à plusieurs espèces. Et là, c'est la catastrophe, vraiment. Et je ne sais pas s'ils en ont trouvé en profondeur jusqu'à 40 mètres, en tout cas, c'était vraiment de la mortalité globale. Alors, un bel individu comme ça, 30 et quelques mètres, ben, très certainement, il a disparu. Hein. Suivant. Voilà, on m'a souvent posé la question, oui, mais les algues filamenteuses. Vous avez connaissé ce phénomène absolument épouvantable, hein, pour les paysages. Là, vraiment, vous parlez de paysage, c'est complètement détruit par les algues filamenteuses. Je doute un petit peu, mais je ne sais pas. La première fois que j'ai vu des algues filamenteuses, c'était à Cadaqués, en juin 1962. Donc, au commencement du réchauffement, l'eau était peut-être à 18-19 degrés, mais le commencement aussi de la pleine lumière. Mais on avait beaucoup parlé à l'époque de prolifération d'algues filamenteuses en Adriatique. Et après, les premières publications, ça a été en mer Tyrrhénienne. Et après, on a parlé de l'invasion, comme ça, c'est l'algue filamenteuse, par les Vosges Bonifacio. Et ça a gagné. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet de favoriser de ces espèces, qui est un bouquet d'espèces, hein, favorisé par le réchauffement de la Méditerranée. En tout cas, c'est pas une bonne affaire. Hein. Autant il y a des espèces qui sont favorisées par la bonne température de la Méditerranée, mais là, c'est assez. Le tombant est de la Gabinière, souvent les plongeurs veulent absolument le voir en été. Je trouve pas ça très excitant. Suivante. Et puis, c'est un petit peu pour terminer, je crois. Ben voilà, les coralligennes. Qu'est-ce qui va rester de ça? Je vais terminer par autre chose que l'on ne voit pas. C'est l'effet sur le plancton. Alors ça, c'est des études qui se font actuellement à l'Institut méditerranéen d'océanologie à Marseille, qui est issu de la station Marie-Landoum et d'autres laboratoires. C'est un gros laboratoire dans lequel travaille ma femme avec des collègues. Ils ont beaucoup analysé le plancton, les conditions hydrologiques, et voilà, c'est une succession. Le climat change, le climat agit sur les conditions de milieu, les conditions de milieu agissent sur le phytoplancton est consommé par le zooplancton, et au bout de ça, il y a les consommateurs de zooplancton, souvent les poissons, et là c'est un petit peu une boucle, et ça, il y a un effet énorme. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais voilà. L'augmentation des températures, vous voyez un graphe en haut à gauche, l'augmentation des températures. En bas, c'est l'océan Indien, au milieu, sans ne pas trop regarder. Mais il y a une diminution de la chlorophylle, en Méditerranée aussi.
Il y a eu des impacts très forts en Méditerranée sur le phytoplancton et sur ses consommateurs. Donc, modification des ressources alimentaires à tous les niveaux de la chaîne alimentaire. Et ça se termine par les poissons planctonophages, toutes les petites espèces en banc. Par contre, il y a l'augmentation des espèces gélatineuses qui sont très peu valables au point de vue nutritif. Et ça, il y a vraiment un effet très négatif sur les pêches. Et ça, il y a beaucoup d'échanges entre cette équipe et les pêcheurs. Il y a vraiment beaucoup de contacts avec les pêcheurs professionnels à ce sujet. Et ils sont très, très heureux que ça soit étudié. Donc, je résume. Toujours ceci. C'est vraiment une succession de facteurs qui sont interdépendants. Et je vais résumer ici. Donc, l'augmentation des températures, ça entraîne une modification de composition du phytoplancton, de la taille des cellules. Donc, ça entraîne aussi une modification du zooplancton. Les gros copepoles, qui sont d'une valeur énergétique très importante pour les planctonophages, eh ben, ils diminuent de taille, ils sont beaucoup plus petits, beaucoup moins abondants. Et il y a le résultat, ben, c'est 10 ans de crise pour la pêche à la sardine à Marseille. Ça chute énormément. On voit très bien sur les étals du vieux port, il y a de moins de sardines. Pour les anchois, c'est pareil. Là, c'est la sardinelle, une espèce méridionale, et qui, pareil, a chuté considérablement. Des gamins et des positives. Voilà, ça c'est. Est-ce qu'on verra ça encore? Je vous présente mon fils d'ailleurs. Tout à l'heure c'était ma fille, maintenant c'est mon fils. Qui a fait des études de lettres, a fait un peu de pêche et maintenant il conduit des bateaux. Ben est-ce que ces belles pêches vont continuer encore? Et c'est pas les barracudas qui remplaceront le sardine. Et là, voilà, 2 photos, une chance, de l'encre du Chaouen. Je ne sais pas si vous avez plongé sur l'épave du Chaouen à Marseille, à Planier. Voilà, j'avais photographié avec une corde blanche dessus, et je suis repassé devant un fouet, ou non, l'année suivante, et la gorgone, les 2 gorgones étaient mortes. Bon, il n'y avait pas eu de canicule particulière, il y a eu dans d'autres un monique. Voilà, ben, je vous remercie.